Dans cette capsule, on va analyser et interpréter quelques cas cliniques. On va commencer par le premier cas clinique. C'est le cas de Monsieur Ali, âgé de 45 ans, sans antécédents, qui consulte pour des palpitations. Le sujet objectif des ESV infundibulaires. L'échographie cardiaque, elle est quasi normale. Et l'holter du sujet, donc il est indiqué pour caractériser cette hyperextabilité à l'étage ventriculaire pour la quantification et rechercher d'autres signes de malignité. Donc l'holter du sujet a été réalisé, on va le lire ensemble. Donc on ouvre l'application CardioScan et là on va cliquer sur le nom de notre patient. Et là, donc, on va commencer l'analyse et l'interprétation de cet enregistrement. Donc, on commence par page scan. Donc, on va cliquer sur page scan. Donc, elle va nous donner une vue d'ensemble sur l'enregistrement réalisé, la qualité de l'enregistrement. Est-ce que l'analyse de cet enregistrement va nous prendre beaucoup de temps? Est-ce qu'elle sera chronophage ou pas? Donc, ici, on voit en haut le tachogramme de fréquence. Donc, la fréquence cardiaque, elle va osciller entre 60, 50, voire jusqu'à 90 battements par minute. En bas, il y a le codage couleur. Donc, en vert, c'est tout ce qui est ventriculaire. En violet, tout ce qui est supraventriculaire. Les pauses au-delà de 2 secondes en rouge et les ventriculogrammes classés normaux sont en blanc. Donc ici, on voit bien qu'il s'agit d'une hyperextabilité à l'étage ventriculaire. On voit beaucoup de verres des ventriculogrammes qui sont normaux. On peut dérouler pour voir que cette hyperextabilité elle est manifeste et elle est persistante tout au long de l'enregistrement. On va essayer de la caractériser encore plus. On va appuyer sur le signe famille. Et là, on voit bien à notre droite, donc l'hyperextabilité, les extrasystoles ventriculaires isolés aux alentours de 9387,97 ESV. Il a enregistré 5 doublés. Il a enregistré 300 bigéminismes, 251 bigéminismes. Là, sous-entendu que le classement des familles a été réalisé et a été validé lors de notre analyse. Donc là, on peut vérifier est-ce que le classement des ventriculogrammes il est correct ou pas. Mais je pense que en voyant la qualité d'enregistrement, je pense que le codage il a été correct. Donc là, on va essayer de caractériser cette hyperextabilité ventriculaire. Donc, on va voir est-ce que les doublés, donc c'est bien vraiment on voit cet extrasystole ventriculaire. Donc, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un doublé ou pas? On va double-cliquer sur ça. Donc là, de gauche à droite, donc ça c'est une onde d'activité auriculaire d'allure sinusale avec un ventriculogramme normal. Ça c'est une activité ventriculaire prématurée. Donc le couplage, on peut le voir que vraiment il est assez lent. On peut compter 200, 200, 400 millisecondes. On va rajouter encore presque 200 millisecondes, c'est aux alentours de 580 millisecondes, donc voire 600 millisecondes. Donc c'est un couplage très lent, donc il n'y aura pas le phénomène R sur T. On sait bien que le QT n'est pas aussi lent, donc l'extrasol ventriculaire, elle est vraiment tardive. Le couplage il est assez constant, on le voit bien. Il n'y a pas il est assez constant à 102, 116 relativement. C'est un couplage aux alentours de 550, 600 millisecondes. On voit bien aussi l'activité, la conduction en rétrograde avec une dépolarisation de l'étage ATR en rétrograde avec une morphologie auriculaire franchement différente de la morphologie sinusale. Donc, c'est une extrasystole ventriculaire. Euh, Ici, il y a deux morphologies. Il y a une morphologie, cette morphologie, il y a l'autre, celle-là. Donc,
et une extrasystole ventriculaire, accouplage constant. Euh, Bon, dans la plupart, elle est monomorphe, mais il y a aussi une autre morphologie. Ça peut être une certaine rayon, un autre circuit. Euh, donc ici, on voit bien de gauche à droite qu'il y a une activité ventriculaire normale, une extrasystole ventriculaire, puis une activité ventriculaire normale, extrasystole ventriculaire. Donc, l'extrasystole ventriculaire, c'est un battement prématuré avec une morphologie nettement différente au ventriculogramme normal. Cette extenseur ventriculaire elle a un couplage qui est assez lent. On peut compter ici l'intervalle R extrasystole ventriculaire, c'est aux alentours de 600 millisecondes. Donc, ce couplage lent, donc il n'y a pas certainement ce phénomène R sur T, puisque le QT ne va pas vraiment atteindre les 600 millisecondes. Le couplage il est assez constant sur cet enregistrement. Donc, on voit bien aussi l'activité euh, atriale rétrograde avec une morphologie nettement différente de l'activité atriale sinusale. Donc, on voit bien que cette activité atriale, donc ça dépolarise l'étage atrial de bas vers le haut. Donc, ça explique la morphologie différente de l'activité auriculaire sinusale. Là, c'est un doublé d'extrasystole ventriculaire. Toujours sur cet enregistrement, l'extrasystole ventriculaire elle est assez monomorphe, donc c'est la morphologie la plus prédominante. Donc là, on va passer au signé tableau où on va voir cette charge d'hyperextabilité à l'étage atrial. Donc on va la quantifier. Ici, on voit bien ESV et en bas, c'est 19 397 ESV. Le nombre de battements normal aux alentours de 88 424 ESV, QRS normal. Donc là, on peut calculer la charge 19 000 sur 98 000, c'est aux alentours de 20%. Donc, une hyperextabilité à l'étage ventriculaire manifeste, c'est une charge extrasystole importante. Euh, il s'agit de, on a dit que cette hyperextabilité ventriculaire, elle est manifeste. Et là, on va passer dans le signé histogramme pour essayer de caractériser cette répartition de l'hyperextabilité à l'étage ventriculaire. Donc, il y a aussi dans ces histogrammes, donc le tocogramme de fréquence, on le retrouve ici. Les ESV, c'est ici. Donc, on a dit tout à l'heure que le codage couleur, c'est le vert. Donc, on voit bien que cette charge d'hyperextabilité euh, par heure dans le juste, on voit bien que le soir, pendant le sommeil, vers 22 heures, donc jusqu'à 6 heures du matin, on voit bien qu'il y a une euh, nette diminution de cette hyperextabilité à l'étage ventriculaire. Donc, quand le tonus parasympathique il prédomine pendant le sommeil, on voit qu'il y a un certain nettoyage de cette hyperextabilité ventriculaire. Ça va nous orienter euh, pour prescrire éventuellement les bêta-bloquants qui peuvent être efficaces chez ce patient, puisque on voit bien que le tonus parasympathique, il y a un certain nettoyage de cette hyperextabilité ventriculaire. Donc, chez ce patient, c'est une indication pour le traitement, pour la prise en charge de cette hyperextabilité ventriculaire. Donc, idéalement, c'est l'ablation selon les dernières recommandations, mais on peut toujours discuter le traitement médical. Pour le traitement médical, on a les bêta-bloquants, on a flicaïne, on a isotine. On va bien, selon cet histogramme, cette répartition de cette hyperextabilité tout au long de l'enregistrement, que les bêta-bloquants pourraient être efficaces chez ce patient. Et donc, il faut lui prescrire les bêta-bloquants, une bonne dose de bêta-bloquants, et voir l'efficacité de ce traitement dans l'enregistrement de 24 heures dans les 3 mois qui suivent. Donc, maintenant, on va cliquer sur rapport.
Et là, on va écrire notre rapport. Donc, on va dire que l'holter rythmique, il est de bonne qualité. On l'a dit tout à l'heure. Donc, le rythme de commande sinusale avec une conservation de la variabilité nectimérale. Les fréquences sont assez élevées pendant la période diurne et il y a une baisse de la fréquence pendant la période nocturne. Donc, à l'étage ventriculaire, j'ai mis hyperstabilité ventriculaire manifeste avec une charge rythmique de 20%, ESV au moins bimorphe, accouplage lent, après dominance diurne avec un nettoyage relatif nocturne. Quelques doublés sans tripler ni passage en TVNS. Donc, voilà, je pense que c'est assez correct comme compte rendu interprétation de cet holter rythmique. On va passer au deuxième cas clinique. C'est le cas de Madame Karima, âgée de 36 ans, personnel de santé, qui consulte pour palpitation. Donc, c'est un motif de consultation très fréquent en cardiologie. Et on fait le sujet RAS, on fait l'échographie cardiaque et sans anomalie. Et elle est vraiment très demandeuse. Et donc, on indique pour elle un ultérieur sujet pour voir de quoi il s'agit. Et heureusement pour nous qu'elle décrit les palpitations pendant l'enregistrement. Donc, on est content. On peut dire vraiment est-ce que c'est physiologique ou pathologique. On va le voir ensemble. Donc, on a ouvert l'application. On va toujours passer par page scan. Donc là, on voit bien, tout est blanc. Donc, il n'y a pas de battement prématuré. Ni d'hyperstabilité à l'étage atrial ni ventriculaire. C'est un peu rassurant, on va voir. Là, pour le signe AFA ou flûteur, donc là, on voit le tachogramme de fréquence. Donc, ça, c'est la longueur du cycle RR en millisecondes. Donc, c'est pendant l'enregistrement, donc l'intervalle RR il est assez constant. Il y a eu une accélération de la fréquence cardiaque. Donc là, il y a eu l'intervalle RR est raccourci. Donc il y a eu une certaine accélération de la fréquence cardiaque. Donc après, il y a une décélération et ralentissement de la fréquence cardiaque. Il va être assez stable aux alentours de 60 battements par minute. Aux alentours de, ça va correspondre à 1000 millisecondes. Après aussi, il y a une certaine accélération avec décélération. On voit bien ici que la pente de l'accélération et la pente de la décélération, elle est assez douce. C'est en faveur d'une tachycardie physiologique, donc d'une tachycardie probablement sinusale qui est modulée par le tonus sympathique. Donc l'accélération, elle est progressive. On sait bien que quand le tonus sympathique est mis en route, il y a la réponse nerveuse et la réponse humorale. Donc ça explique cette accélération assez progressive. Et aussi, quand le tonus sympathique sera arrêté, donc il y a aussi la réponse nerveuse qui est presque instantanée et la réponse humorale qui va prendre un peu du temps. Et ça explique aussi la décélération et le ralentissement progressif de la fréquence cardiaque. On va d'ailleurs le prouver sur cet enregistrement. Donc, il y a aussi, toujours dans palpitation salve de supraventriculaire dans famille, on va cliquer pour voir de quoi il s'agit. On voit bien que c'est un artefact, il a mis S sur lente T, S sur lente P et S, il a considéré que les lentes T et lente P comme des battements prématurés, donc il a détecté quelque chose de parasite. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'une salve supraventriculaire, c'est juste une extrasystole supraventriculaire probablement. D'ailleurs, on double-clique pour bien voir en plein écran. Donc là, rythme sinusal, sinusal, ça, il a détecté quelque chose. Donc, c'est artefacté. Ça aussi, il a détecté quelque chose. Donc, c'est pas vrai. Donc, ça, c'est une supraventriculaire. C'est correct. Donc, les deux classements qu'il a fait sont incorrects. Donc, c'est juste une extrasystole supraventriculaire isolée et pas une salve de supraventriculaire. Donc, on va
euh, on va refuser euh, cet épisode. Donc, on va voir aussi des fréquences maximales. Donc, 134. Donc, ici, on va double-cliquer sur la fréquence maximale. On voit bien que en plein écran, il y a l'accélération assez progressive, 80, 90, 97, 98, 101, 103, 105. Donc une accélération assez progressive de la fréquence cardiaque, la réponse nerveuse, puis la réponse humorale. Après, la décélération aussi, elle sera progressive puisqu'il y a un arrêt de l'activité physique très probablement. Donc, le tonus, la réponse nerveuse, elle est instantanée et la réponse humorale qui va prendre du temps pour revenir à son niveau habituel. Et la décélération, elle est progressive. D'ailleurs, j'ai mis un autre sujet sans anomalie significative. Les palpitations qu'elle a ressenties sont des tachycardies sinusales physiologique avec une accélération et une décélération progressive. Troisième cas clinique, c'est le cas de M. Abdelrahman, âgé de 20 ans, donc sans antécédent, consulte pour dyspnée d'effort et palpitations. Le sujet, l'artère, l'échographie, excusez-moi, incursé en l'échographie cardiaque, on va voir l'artère ensemble. Donc, toujours, on va passer par scan, tout est blanc, donc on est rassuré. Dans famille aussi où tout est correct, on va dire. Dans les histogrammes aussi, ça a l'air d'être normal. Et quand même, on doit vérifier en double-clic sur l'enregistrement. Donc là, on va essayer de voir ensemble. Donc, j'imagine une activité atriale ici, un ventriculogramme, une activité atriale ici, une activité atriale ici, une activité atriale ici, une activité atriale ici, une autre ici. Donc, une activité ventriculaire qui est presque assez régulière, on va dire. Donc, c'est facile de dire que hop, c'est un BAV complet et c'est un BAV a priori congénital. Mais honnêtement, ce qui me gêne un petit peu, c'est que il y a cette activité à l'étage atrial qui est irrégulière. On voit bien ici que l'onde P ici, il a une onde P ici. Donc, un certain espace PP, mais cet espace PP est nettement différent que l'espace PP précédent. Donc, s'agit-il d'une dissociation d'un BAV associé avec une certaine dysfonction sinusale? Il y a aussi un autre diagnostic qu'il faut évoquer aussi. On peut imaginer que cette onde P, elle a conduit, elle a donné ce ventriculogramme, que cette onde P, elle a été bloquée. Elle est tellement une activité prématurée euh, qui a été bloquée. Donc, après, il y a reprise d'activité sinusale, donc un allongement progressif de l'espace, euh, donc une activité sinusale qui a conduit, une activité sinusale qui a conduit la donation ventriculogramme. Après, il y a euh, un arrêt de l'activité sinusale et elle reprend ici. Et donc, ça s'allonge et puis ça bloque. Est-ce que c'est un mobile? On peut le comprendre sur cette partie de l'enregistrement, mais toujours pas sur cette partie, puisque même dans le MOBITS 1, où il y a l'allongement progressif de l'espace PR, normalement, l'activité sinusale, elle est toujours régulière. C'est pas le cas ici. Donc, on peut dire que un PR qui conduit, un PR, est-ce qu'on peut imaginer avec cette onde P, avec tout ce PR, est-ce que cette P, elle a conduit vraiment, elle a donné ce ventriculogramme, ou plutôt cette onde P, elle a été bloquée, et il y a un échappement ici, haut situé, donc donnant un ventriculogramme assez identique au ventriculogramme normal. Donc, puisqu'il y a cet échappement haut situé, on peut imaginer qu'il y a une certaine conduction rétrograde, et donc l'activité P ici a été bloquée puisque la conduction rétrograde
à travers le nœud AV, peut-être qu'elle a mis en période réfractaire absolue le nœud AV, donc quand l'activité P sinusale ici, elle est bloquée, donc ça passe pas, et celle-là, elle a conduit, est-ce que cette extrasystole, est-ce qu'elle est vraiment bloquée ou elle a vraiment donné avec un allongement de AH manifeste, s'il y a une deux voies lentes, et elle donnait ce ventriculaire, celui-là il est bloqué. Toujours chez ce même patient, donc on voit bien ici l'activité a priori sinusale, celle-là aussi c'est une activité sinusale, celle-là une activité sinusale. On peut dire qu'il y a un allongement de PR jusqu'à un blocage et ça reprend. Comme on peut dire que cette activité a priori est une extraction supraventriculaire. Est-ce que c'est une supraventriculaire qui est bloquée? Est-ce que c'est un PR qui s'allonge? Est-ce que c'est plutôt elle a conduit, il y a deux PR, un qui est court et un qui est long, et celle-là, elle est tout simplement bloquée, on peut le voir. Cette extrasystole aussi, est-ce que c'est juste une extrasystole qui est bloquée supraventriculaire ou cette extrasystole, elle a conduit mais à travers une voie très lente? Donc ça, c'est un plutôt échappement ou plutôt un gramme qui est résultant de cette extrasystole qui a conduit avec un allongement manifeste de AH. Donc le nœud sinusal, il est là, il a travaillé, mais je pense que le nœud sinusal il a été bloqué, puisque déjà il y a eu un certain passage à travers le nœud AV, et il y a une certaine dépolarisation, et le nœud AV est en période de caractère absolu. L'onde P sinusale la reprend ici. Est-ce qu'elle a conduit et elle a donné ce ventriculogramme? Ou tout simplement dissociation auriculo-ventriculaire. Mais ce qui est étonnant, que l'espace PP n'est pas constant. On voit bien PP ici et PP ici. Ok, on va dire que c'est l'activité sinusale aussi, mais vous voyez bien que ici, c'est largement, c'est pas vraiment le même espace PP. Donc de toute façon, on aura les réponses avec l'étude électrophysiologique. Le quatrième cas, le cas de C. Mohamed, âgé de 52 ans, HTA diabète. Donc, dans le cadre de bilan AVC, c'est une indication classique pour l'altérer sujet. Donc, à l'écho, on mentionne quand même une certaine dilatation modérée de l'OG. Donc, on commence à sentir, est-ce que c'est vraiment la cardiopathie emboligène responsable de cet AVC? Donc, c'est un AVC plutôt embolique ou plutôt c'est un AVC vasculaire devant le terrain HTA diabète. L'écho, il y a une certaine dilatation de l'oreillette gauche. Ça peut être secondaire à la dysfonction diastolique chez ces patients hypertendus, cardiopathie hypertensive diabétique. De toute façon, l'holtère, il va nous orienter. On sait bien que la rentabilité de l'holtère dans le cadre de bilan AVC, dans la recherche de cardiopathie emboligène, la fibrillation auriculaire. Donc, la rentabilité, elle est plus intéressante quand on prolonge l'enregistrement et quand on le répète. On va voir si Mohamed qu'est-ce qu'il a. Donc, page scan toujours, on voit quand même, il y a de violet qui correspondent à, à l'hyperextabilité supraventriculaire, donc oreillette dilatée, hyperextabilité supraventriculaire. On voit aussi au tachogramme de fréquence qu'il y a une certaine irrégularité ici, et en bas, ça cadre avec cette régularité un passage en fibrillation auriculaire documenté sur cette holtère. Il faut juste s'assurer que cette hyperexcitabilité elle est soutenue et ce passage en AFA il est soutenu, c'est-à-dire au-delà de 30 secondes. On va le vérifier. Là aussi sur partie histogramme, donc on voit bien que c'est ce tachogramme de fréquence avec cette variabilité importante de cet espace aérien. C'est pour ça qu'on voit des barres de amplitude importante. Là aussi, c'est correspondant à cette variabilité. On voit bien que ça se traduit avec ce nuage de points. Ici, chez le même patient, rythme de commande sinusale avec des extrasystoles supraventriculaires. L'extrasystole supraventriculaire, elle est de morphologie différente que le ventriculogramme normal.
On remarque que c'est un aspect de bloc de branche droit. C'est une aberration de la conduction. Donc, après un ralentissement de la fréquence cardiaque, donc après un cycle long, le cycle court, c'est-à-dire où il y a l'extrasystole supraventriculaire, donc il y a eu une aberration de la conduction type bloc de branche droit. Ça nous rappelle euh, la période réfractaire de la branche gauche qui est beaucoup plus courte que la période réfractaire de la branche droite. Donc l'extrasystole, elle va retrouver la branche droite en période réfractaire absolue et elle va passer à travers la branche gauche qui a tout récupéré. Donc ça va nous donner un aspect de bloc de branche droite. Ici, c'est le même patient et j'agis dans l'embout de tachycardie supraventriculaire avec un retour en rythme sinusal. Donc, on voit bien que chez ce patient, il y a des lambeaux de fibrillation auriculaire, de tachycardie supraventriculaire assez régulière, des extrasystoles supraventriculaires isolées, donc l'hyperextabilité à l'étage atrial. Il reste à prouver que le passage en fibrillation auriculaire est soutenu ou pas. Donc, dans ce sens, donc, on sait bien que le carreau ici en vert, c'est ce qu'on voit sur l'écran. Donc, c'est aux alentours de 15 secondes. On voit bien que 15 et 15, donc ça va faire au moins 30 secondes. Et donc, il s'agit d'une phase soutenue et ça justifie un traitement anticoagulant au long cours en prévention secondaire. Donc là, lorsqu'on a mesuré ce rectangle, on voit bien ce 15,4 millisecondes avec la réglette, on peut le mesurer. Donc si on rajoute 15 autres millisecondes, c'est toujours le même passage au NAFA. Donc on est vraiment devant une NAFA soutenue. Voilà. Donc il s'agit d'une NAFA paroxystique, une NAFA soutenue, documentée sur l'ORTER 24 heures et ça justifie d'un traitement anticoagulant au long cours. Donc, on passe au cinquième cas clinique. C'est M. Bourgeon, âgé de 76 ans, HTA, syncope vrai. RAS sur le sujet, donc l'indication d'un artère sujet. Donc là, on commence toujours par scan. Donc, quelques CESV. Le reste est blanc. Sous-entendu, tout est normal. Hop, on va faire des zooms pour voir de quoi il s'agit. Ici, donc, le rythme est de commande sinusale a priori, avec une tendance à une bradycardie, malgré que c'est 14h39, le patient, il n'est pas endormi, là. Ok. Les choses sont à 6h12, le patient s'est éveillé vers 5h. Donc là, on voit que l'activité atriale sinusale, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et l'activité ventriculaire, elle est là, donc je pense que c'est une activité ventriculaire sinusale. Celle-là, je pense pas que c'est le nœud sinusal qui a donné cette activité ventriculaire, donc je pense que plutôt un échappement. Celui-là aussi, donc il y a un échappement ici, donc il y a un échappement assez actif qui est plus rapide que le nœud sinusal, donc celui qui a pris la commande à l'étage ventriculaire, donc c'est comme si une dissociation isorythmique, mais ça justifie aussi que le nœud sinusal il est un peu paresseux, donc il ne décharge pas il ne décharge pas de façon assez fréquente. Toujours le même patient, donc là, il y a un autre foyer qui a pris le relais. C'est un foyer ventriculaire un peu plus rapide que le foyer jonctionnel tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça explique l'élargissement de ventriculogramme. Et après, un autre foyer, maintenant, il est atrial. La morphologie de l'activité atriale différente de l'activité sinusale qui était bifide dans cette dérivation. Donc là, elle est complètement négative. Et donc, c'est le foyer ectopique à l'étage atrial maintenant qui a pris le relais. C'est-à-dire, au début de tracé, c'est le foyer jonctionnel qui a pris le relais. Après, il y a un foyer ventriculaire. Après, il y a un foyer atrial qui a pris le relais. Il est devenu le pacemaker du cœur. Donc, ça, toujours quand il y a cette situation isorythmique, c'est des foyers qui prennent le relais, ça témoigne que le nœud sinusal il est assez paresseux, qu'il y a une certaine dysfonction sinusale. Là, toujours donc, quand on continue sur le même tracé, là, il y a arrêt de foyer ectopique à l'étage atrial, il y a le foyer jonctionnel qui a pris le relais, avec reprise de l'activité
atrial, mais vraiment dissocié par rapport au rythme jonctionnel. Là, c'est un foyer ventriculaire qui a pris le relais. Et là, c'est un autre foyer ventriculaire. Ok, on voit bien les activités atriales sinusaux, qui vraiment, il y a une certaine dissociation isorythmique, et ça témoigne que le nœud sinusal, il est pathologique. Donc là aussi, donc nœud sinusal, après, il n'y a rien, donc on peut l'imaginer ici peut-être. Donc, il y a une certaine dysfonction sinusale. Dans le cadre, c'est un patient, dans ce cadre, patient 76 ans, syncope vrai. Je pense que c'est encore une fois, ça c'est 7h13. Donc là, c'est clair, la dissociation isorythmique. Et c'est l'équivalent d'un BSA troisième degré, donc c'est l'échappement jonctionnel qui a pris le relais. Il est à 38 battants par minute, donc c'est une bradycardie manifeste. Le nœud sinusal, il est paresseux et décharge peu fréquemment, et ça témoigne de l'appareillage définitif chez ce patient. Voilà, donc de beaux tracés où vous voyez vraiment un bel enregistrement. Donc là aussi, c'est l'activité sinusale qui est vraiment dissociée, et ça, c'est le foyer ectopique jonctionnel qui est plus actif que le nœud sinusal et celui qui est devenu le pacemaker de l'étage ventriculaire. Voilà. On passe maintenant au cas de Madame Karima, âgée de 45 ans, sans antécédent, bilan d'AVC, toujours une indication assez fréquente en pratique. Holter le sujet, 45 ans, sans antécédent, bilan d'AVC. Toujours, on suspecte la cardiopathie emboligène, surtout que la patiente n'a pas des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs, et donc l'AVC vasculaire est peu probable. Donc là aussi, de première vue, par scan, donc on voit beaucoup de violet. Donc pour nous, c'est de l'hyperexstabilité supraventriculaire. En plus, dans le tachogramme de fréquence, on voit des barres irrégularités manifestes de l'étage supraventriculaire. Donc pour nous, tiens, c'est une AFA probablement. Mais toujours, il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut vérifier que ce passage en fibrillation auriculaire, il est soutenu. C'est-à-dire au-delà de 30 secondes. Donc il faut bien vérifier ça. Par exemple, sur ce tracé, on voit bien qu'il y a des ondes sinusales, ici, ici. Donc ce sont des lambeaux de fibrillation auriculaire non soutenus. Donc là aussi, quand on voit l'histogramme, le signe histogramme, donc on voit le tachogramme de fréquence, cette variabilité importante à l'étage supraventriculaire, et ça témoigne d'une charge d'hyperexstabilité supraventriculaire importante. Même quand on voit le signe alpha ou flûteur, donc là, on voit bien que le nuage de points, c'est en faveur de l'irrégularité du cycle RR, qui est très fréquent en cas de fibrillation auriculaire, mais toujours, encore une fois, on voit que le lambeau 3, 4 QRS, 5, 6 QRS, après une onde sinusale, c'est toujours, ça, on ne répond pas à la définition d'une AFA soutenue. Même les salves de 500 salves supraventriculaires, toutes, et quand on voit les salves, on voit toujours un retour à un rythme sinusal. Donc les salves, vous voyez ici, cette salve avant le rythme sinusal et après aussi un rythme sinusal. Donc il n'y a pas d'une AFA soutenue. Donc on voit toutes ces salves, elles sont vraies, mais ce ne sont pas des salves qui sont soutenues, qui ne dépassent pas les 30 secondes. Donc aucun passage en AFA soutenue. Hyperexstabilité artérielle majeure, on est d'accord, c'est un état préfibrillatoire si vous voulez. La cardiopathie emboligène, elle est très probable, on est d'accord, mais il n'y a pas d'argument pour d'emblée recommander le traitement anticoagulant au long cours. Donc on va répéter les haltères du sujet et prolonger la durée d'enregistrement et discuter les AOD en prévention primaire. Sixième cas, on va finir, je pense, avec ce cas, qui est maintenant pour tout ce qui est Holter, ECG et pacemaker. Donc, Madame Fatma, âgée de 66 ans, porteuse d'un pacemaker double chambre pour un BAV paroxystique, le marque de boîtier métronique adaptable. Elle consulte son cardiologue pour l'hypothymie. Son cardiologue n'est pas un rythmologue, donc il ne va pas faire l'interrogation de pacemaker, mais il profite pour faire un Holter ECG. Il nous envoie après les tracés pour voir. Ce sont des extraits de l'holter de sujet envoyés par son cardiologue. On voit bien qu'il s'agit d'un double chambre avec une simulation programmée en unipolaire, puisqu'on voit les spikes
On les voit bien sur l'écran, donc c'est un spike pour une simulation unipolaire. Donc le spike atrial et le spike ventriculaire. On peut être sûr que la capture ventriculaire elle est correcte. Donc à chaque fois qu'il y a un spike ventriculaire, il y a une capture derrière. Pour la capture atriale, elle n'est pas très nette, mais je pense qu'elle est correcte. Donc on peut deviner une certaine dépolarisation ici, comme vous voyez, à l'étage atrial. Donc sur ce tracé, on peut dire que la capture à l'étage atrial elle est correcte et la capture à l'étage ventriculaire aussi elle est correcte. Un autre tracé de ma patient, donc sur ce tracé, on voit qu'il y a les spikes atriaux, donc avec une capture derrière, et on voit un ventriculogramme spontané et un spike atrial et un ventriculogramme spontané. Donc, il s'agit d'un mode de fonctionnement en AI. Tout à l'heure, c'était un DDD, donc ça stimule l'étage atrial, ça stimule l'étage ventriculaire. Et ici, c'est plutôt un fonctionnement en AI. Donc, ici, on enchaîne avec un même tracé sur le même patient, un autre tracé. Donc là, on voit que des spikes à l'étage atrial. Donc, la simulation unipolaire avec la dépolarisation derrière. On voit de ventriculogramme qui est spontané. Donc, si on va résumer entre les deux extraits, on va dire que c'est un fonctionnement en AI-DDD. Donc, c'est un fonctionnement qui va privilégier la conduction ventriculaire intrinsèque. Donc, ici, puisqu'il y a un ventricule spontané derrière la simulation atriale, donc il va la respecter. Et donc, il n'y a que des ventricules spontanés avec un intervalle entre la simulation et le ventriculogramme qui est assez long. Donc, c'est un fonctionnement en AI sur ce tracé. Tout à l'heure, c'est un fonctionnement en DDD. Donc, on vérifie on simule l'étage atrial, on déclenche un délai AV, et après, s'il n'y a pas un ventriculogramme, donc on va stimuler l'étage ventriculaire. Sur ce même tracé aussi, c'est toujours un fonctionnement en AI. Voilà, donc avec des spikes atriaux et une activité auriculaire juste derrière, donc une bonne capture à l'étage atrial. Là, c'est sur le tracé pour mon collègue le cardiologue, pour lui c'est un dysfonctionnement de pacemaker, donc on va essayer de voir tout près. Donc là, on voit bien que c'est un spike a priori, c'est un spike atrial, donc un spike unipolaire atrial, donc une activité atriale, et là c'est un ventriculogramme. Là c'est un spike atrial, donc il n'y a rien derrière. Donc après il y a un spike atrial et juste après, avec un délai AV très court, un ventriculogramme, une stimulation ventriculaire avec une capture ventriculaire derrière. Après, on revient en AI, toujours de la simulation atriale, ventricule spontané, ok, puis un spike atrial, donc il n'y a rien, donc même chose, un spike à l'étage atrial avec un délai AV juste derrière, et là on switch en mode de double chambre, donc de mode simple chambre ici, donc au mode de double chambre ici, donc donc on stimule l'étage atrial puisqu'il n'y a pas d'activité atriale détectée. On déclenche un délai AV et après, quand il n'y a pas ventriculogramme derrière, on stimule à l'étage ventriculaire. Donc, ce tracé, c'est pour mon collègue, pour lui, c'est un dysfonctionnement de pacemaker, mais on va voir tout près, on va voir que c'est un fonctionnement normal de pacemaker, et c'est juste le switch en AI-DDD, euh, euh, le mode de programmation de ce pacemaker. En fait, le switch AI-DDD, c'est parmi les modes spécifiques de simulation. L'arrière-pensée qu'on va essayer de privilégier la dépolarisation ventriculaire spontanée, donc des QRS de bonne qualité qui sont généralement fins. Donc, pour cela, on se met en AI et quand on va guetter avec l'autre sonde ventriculaire s'il y a une activité ventriculaire derrière. S'il y a une activité ventriculaire derrière, on va la respecter. S'il n'y a pas une activité ventriculaire derrière, donc là, on va y mettre une simulation ventriculaire pour assurer la capture à l'étage ventriculaire. Donc, il y a ces modes spécifiques qui privilègent l'activité intrinsèque diffèrent selon
selon le type de la marque de pacemaker. Donc il y a avec Abbott, donc il y a le mode VIP. Donc avec Boston il y a AI et VVI de secours. Avec Sorin il y a le mode Cypher et avec Medtronic, notre cas clinique, il y a le mode AI DDD. Donc comment ça fonctionne? Donc ici une seule activité atriale est bloqué, donc le dispositif reste en mode AI et fournit une impulsion de stimulation ventriculaire de recours à 80 millisecondes après l'activité atriale, comme ici. Donc ça, il y a une activité atriale qui est bloquée. Donc là, il continue à fonctionner en AI, mais juste après la stimulation atriale, 80 millisecondes, il va délivrer une stimulation ventriculaire pour être sûr qu'il n'y a pas une pause significative et pour que le malade ne sera pas symptomatique ou il ne peut pas syncoper. D'accord? Donc si là, il n'y a pas de ventriculogramme derrière, donc là, il va émettre une stimulation atriale juste après une stimulation ventriculaire. Donc le délai, soi-disant, la pause de l'activité ventriculaire ne va pas dépasser, on va dire, une seconde et demie. Donc généralement, elle est bien tolérée et le patient ne peut pas syncoper à cause de ça. Donc ça, c'est une stimulation de sécurité. Donc une seule onde P bloquée, on continue à fonctionner en AI. Donc là, il revient en AI. Ah, là, une deuxième onde P bloquée. Là, il va faire la même chose. Il va stimuler l'étage atrial 80 millisecondes. Il va stimuler l'étage ventriculaire. Pour lui, sur les 4 ondes P, dernière onde P, donc celle-là, 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 il y a 2 qui sont déjà bloquées. Donc, il doit switcher en mode DDD. Et là, il va faire son switch en DDD. Après le mode DDD, il va se remettre en AI. S'il y a un ventriculogramme spontané, il va le suivre. Sinon, pareil, s'il y a deux spikes atriaux non suivis par un ventriculogramme spontané, il va faire le compte. Si 2 sur 4 qui sont bloqués, il va certainement faire le switch. On va le vérifier d'ailleurs sur ce tracé. Donc là, c'est un schéma récapitulatif. Je suis en AI. Il y a un ventriculogramme spontané. Là, donc, il y a une activité atriale sans ventriculogramme. Donc, pour lui, il va stimuler l'étage atrial et 80 millisecondes après, il va stimuler l'étage ventriculaire. Et continue en AI. Là aussi, en AI, pour lui, il n'y a pas aussi de ventriculogramme spontané. Là, il va refaire la même chose, stimulation de l'étage atrial, 80 millisecondes à l'étage stimulation de l'étage ventriculaire. Pour lui, c'est le 4 entre P, il y a 2 qui sont bloqués, celle-là et celle-là. Donc ça justifie le switch en DDD. Donc ça stimule à l'étage atrial et ça stimule à l'étage ventriculaire. Ok? D'ailleurs, ici, par exemple, donc c'est le même cas. Donc donc ici, il n'a pas fait une seule onde peut bloquer, il n'a pas fait le switch, il reste en AI. Deuxième onde peut bloquer. Sur les 4 dernières, il y a 2 ondes peut bloquer, donc il va faire le switch. Ici, par contre, là, il y a eu une onde P bloquée. Donc, il a fait stimulation atriale et stimulation ventriculaire 80 millisecondes juste après. Après, il se remet en AI. AI. Oh, une onde P bloquée. Donc, quand il va faire les comptes sur les 4 dernières, il y a une seule onde P bloquée. Donc, il va stimuler avec un 80 millisecondes. Mais il ne switche pas en DDD. Car si on va vérifier, il y a une seule sur les 4 qui est bloquée. Il faut que 2 soient bloqués, comme dans ce cas. 2, 1, 2. Donc sur les 4 dernières, il y a 2 sur 4, donc ça justifie le switch. Dans notre cas, ici, il y a 1 sur 4, donc ça ne justifie pas le switch en DDD. Malgré qu'il y a quand même un blocage, mais 1 sur 4, ça ne justifie pas. Il reste toujours en AI. D'accord? Voilà, j'espère qu'on a vu ensemble quelques cas qui vous intéressent. Et merci pour votre attention.